Maroc était récompensé de tous ses efforts en matière d'infrastructure, notamment des efforts qui remontent déjà aux années 80. Je crois que les gens commencent à prendre conscience, en dehors du Maroc, de l'Afrique et du monde arabe, tout simplement que le Maroc n'est pas seulement une puissance du football, mais aussi un pays qui est en capacité d'organiser le plus grand événement, je dirais, le plus grand événement sportif avec les Jeux Olympiques. Il y a un autre événement, enfin plusieurs autres petits événements en fait, qui ont animé cette année 2023. C'est le nombre finalement assez impressionnant, cette confirmation dynamique de joueurs stars de foot qui ont rejoint l'Arabie Saoudite en cette année 2023. Est-ce que c'est aussi la preuve, surtout quand on met ça en regard avec l'organisation l'année précédente du mondial par le Qatar, d'un déplacement peut-être du centre du football, en tout cas d'une tentative de déplacement du centre du football mondial vers l'Orient? Ça l'est en tout cas, non seulement vers l'Orient, mais surtout, comme vous l'avez dit, vers la Russian League saoudienne. À titre personnel, je m'en réjouis depuis plusieurs mois. Comme vous le savez, je suis rédacteur en chef d'un site des 1022 Mac qui tournait vers le football arabe. Donc, naturellement, c'est avec beaucoup de plaisir, d'émotion qu'on a accueilli cette nouvelle, ce déplacement, comme vous le disiez. Marché tout n'est pas couronné de succès. Il y a des joueurs qui sont arrivés là-bas, qui sont vite repartis. Il y a aussi des échecs, mais quelque part, c'est un peu une leçon aussi donnée au football européen qui n'est plus seul, tout simplement, qui pensait pouvoir gérer, si vous voulez, les flux, prendre les meilleurs joueurs sud-américains, prendre les meilleurs joueurs africains, faire un petit peu ce qu'ils voulaient. On a vu le président de l'UEFA, Seferin, se fâcher. En disant ouais non mais c'est pas normal, les Saoudiens arrivent avec des capitaux démentiels, etc. Tout ça n'est pas contrôlé, c'est injuste. Non, c'est pas injuste. C'est simplement, je dirais, un retour de bâton. Les Saoudiens sont en capacité. On sait que le projet saoudien est immense. Ça ne s'arrête pas seulement à sa ligue professionnelle. Il y a l'idée d'organiser une Coupe du Monde, d'autres choses autour de cela. C'est aussi un petit peu du soft power comme l'a fait le Qatar à son époque. Mais moi je trouve ça intéressant. Le spectacle est aussi au rendez-vous. Encore une fois, tout n'est pas parfait, mais c'est un championnat qui tient la route. Moi je suis régulièrement les matchs. Nous en parlons régulièrement sur notre site. Je trouve qu'effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est vrai que c'était un élément, cet été, ça a été quelque chose d'assez incroyable, une vraie déferlante, beaucoup de critiques évidemment émanant de l'Europe. C'est pas grave si certains crient comme ça, il est important aussi que le football ne soit pas centré uniquement sur l'Europe. Moi je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait des tentatives comme celle des Saoudiens. On a envie que ça dure, voilà, on va pas juste un one-shot. Justement, en parlant de one-shot, parce qu'il y a l'Europe, il y a les Saoudiens, le Qatar, il y a aussi Messi qui a rejoint, lui, pour le coup, les États-Unis. Là, on peut parler de one-shot, ou au contraire, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, là aussi, le monde du football aux États-Unis se mette à déployer des capitaux plus importants et là aussi à essayer d'aller peser dans le monde du football international? Non, ça, j'y crois pas un instant. Les États-Unis, comme vous le savez, ils en sont à leur énième tentative pour installer durablement le football. Le soccer, comme ils l'appellent là-bas, première tentative dans les années 60, qui a duré jusqu'au milieu des années 80. On avait créé une ligue professionnelle nord-américaine, un peu sur le modèle de ce qui se fait dans les autres sports rois là-bas, basket, baseball notamment, et foot américain. Ça s'était écroulé, ils ont relancé ça au début des années 90. Cette fois-ci, la tentative a été la bonne. Le championnat s'est développé avec un modèle économique particulier. C'est des franchises, d'ailleurs, pratiquement tous les ans ou tous les 2-3 ans. On fait entrer de nouveaux clubs dans ce championnat qui est une ligue fermée. Là, ils récupèrent un joueur comme ils en ont eu auparavant, mais c'est des joueurs, même s'ils sont ultra talentueux, c'est des joueurs qui sont sur le déclin. Ils ont eu, il n'y a pas si longtemps, il y avait eu Beckham, qui est devenu président là-bas d'ailleurs d'une franchise. Ils ont eu Zlatan Ibrahimovic aussi, avant qu'il revienne faire un dernier tour de manège en Italie. Maintenant, ils ont Léo Messi, c'est pour contenter aussi des communautés. C'est des plans aussi. Il ne va pas durer très longtemps là-bas, on le voit bien. On va bien terminer, faire un dernier tour de manège du côté de l'Espagne et de Barcelone, quoi. Donc les États-Unis, ça reste un truc particulier. Ils sont pour le coup auto-centrés. Moi, ce que j'aime avec le projet saoudien, c'est que dans envie de durer, et puis ça touche tous les clubs dans l'Amérique du Nord, ça touche un ou deux clubs. En Arabie Saoudite, on a essayé de faire en sorte, et notamment avec les 5-6 clubs qui sont gérés par l'autorité sportive saoudienne, on essaye de faire en sorte de renforcer vraiment tout le monde. Et on voit bien d'ailleurs que certains clubs ont émergé, sont devenus un peu meilleurs parce qu'on leur a donné aussi des moyens. Et puis ça a suscité des choses dans l'adversité. Même des clubs plus modestes se sont mis à contester sportivement. Bon, aux États-Unis, c'est un championnat qui continue d'attirer parce que voilà, c'est le règne des dollars. Il y a aussi des joueurs européens un peu moins importants
qui viennent y jouer. Ils ont raison, ils participent aussi au développement et au maintien de ce championnat. Mais pour moi, l'événement le plus important reste effectivement que l'Arabie Saoudite est devenue un adversaire un vrai concurrent des plus grands clubs européens, bien sûr. Est-ce que vous, de votre côté, cette année 2023, alors ça peut être un événement majeur ou un plus petit événement qui vous a plus touché personnellement, est-ce qu'il y a quelque chose que vous retiendrez particulièrement de cette année 2023 en matière de football? Ce qui m'inquiète en cette fin d'année 2023, c'est les soucis traversés par justement le Wydad de Casablanca, bien sûr, qui est en perte de vitesse, qui a des soucis en interne très importants, sportivement, qui a changé d'entraîneur il y a quelques jours à peine, qui a du mal à retrouver un second souffle. Tout est lié, bien évidemment. On parle quand même d'une très grande maison du football, et en Afrique, et naturellement au Maroc, mais aussi dans le monde arabe. J'espère que le Wydad va retrouver des couleurs, tout simplement, dans les mois à venir. Sans quoi on risque d'avoir encore une fois le football des clubs africains dominé par un club égyptien qui s'appelle le FD du Caire. On a évidemment d'autres concurrents, mais le football marocain a besoin bien sûr d'un Raja puissant, d'un Wydad puissant, d'un Berkane puissant, d'avoir aussi l'Asfar en bonne santé. J'espère que les clubs marocains vont retrouver, le Wydad en tête, vont retrouver des couleurs dans les mois à venir. Maintenant, place à 2024 et à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et justement à ce sujet, alors sans vous demander un vrai pronostic, des favoris, des envies pour cette CAN? Comme je serai sur place et que je serai en principe dans le groupe à suivre le Maroc, à les commenter d'ailleurs, j'espère que les Lions de l'Atlas seront à la hauteur de ce qu'ils nous ont proposé lors de la dernière Coupe du Monde, mais c'est compliqué. C'est pas la même chose. C'est une compétition africaine sur le sol africain. Ils ont la chance déjà de connaître les infrastructures ivoiriennes, puisqu'ils ont fait un amical à l'automne il y a quelques mois en arrière là-bas. Donc Walid Regragui, son staff et ses joueurs savent de quoi ce qu'on attend d'eux. Et ils sont tout à fait prêts à assumer ce statut de grands favoris. Mais c'est vrai que vous avez la Côte d'Ivoire qui, évidemment, sur son sol a envie de faire quelque chose. Le Sénégal ne veut pas lâcher le titre qu'il a conquis au Cameroun. Et puis il ne faut pas oublier aussi des sélections, par exemple, comme l'Égypte. Personne ne parle de l'Égypte, mais bon, méfiance. Le Nigeria avec son meilleur joueur de l'année, Osimhen. Donc je pense c'est une des Coupes d'Afrique des Nations sans doute les plus ouvertes de l'histoire. C'est bien compliqué de faire un pronostic tellement il y a des sélections qui sont en capacité de prendre le titre. Voilà. Mais le tournoi dure, vous le savez, très longtemps. C'est comme une Coupe du Monde, mais c'est la Coupe du Monde de l'Afrique, la CAN. Donc pas simple. Évidemment, j'espère que les Lions de l'Atlas vont faire un très très beau parcours, parce qu'il y a des bons joueurs, parce que c'est une belle sélection. Ils ont tout en fait, que ce soit au niveau de l'organisation et des joueurs et de l'encadrement, et bien pour conquérir un titre qui fuit le Maroc depuis bien longtemps. Donc j'espère assister du côté de San Pedro justement aux prémices de la conquête de ce titre. Si c'est pas le Maroc, ça veut dire qu'il y aura une équipe très très forte, parce que le Maroc est vraiment une très grande équipe. Voilà, c'était Franck Simon, l'invité de notre collègue Antoine Casalta, qui nous a fait donc une rétrospective bien définie des exploits du football marocain en cette année. Alors, on va parler évidemment football féminin cette fois-ci. En cette année 2023, le football féminin marocain a continué sur sa belle lancée avec les exploits réalisés notamment par les Lions de l'Atlas en Coupe du Monde en Australie, mais aussi avec évidemment la distinction remarquable du club sportif de Casablanca en Ligue des Champions. Cette rétrospective est signée Wadia Ouahti. من منا لا يتذكر إذن كيف فرض المنتخب المغربي للسيدات نفسه بقوة في كأس العالم لكرة القدم النسوية بأستراليا ونيوزيلندا. ففي أول مشاركة تاريخية في العرس العالمية نجحت لبؤات الأطلس في التأهل إلى الدور الثاني بعد أداء بطولي رغم نقص التجربة. سيدات المغرب ورغم الخسارة القاسية في مستهل المشوار آنذاك ضد ألمانيا بسداسية، إلا أن الانتفاضة جاءت في ثاني المباريات ضد كوريا الجنوبية والفوز بهدف نظيف، وهي النتيجة عينها التي حسمت
بها مباراة العبور ضد كولومبيا. تألق رفيقات غزلان الشباك ثمرة عمل منذ سنوات في رحاب ورش كرة القدم النسوية، كما توضح رئيسة العصبة الاحترافية المغربية لكرة القدم النسوية خديجة إلا. الحمد لله أن مجهودات الجامعة الملكية المغربية برئاسة السيد فوزي القجع لم تذهب هباء منثورا. النتائج كنشوفوها الآن تتحقق أمامنا عبر العديد من الفئات يعني السنية لكرة القدم النسوية يوديسات وإيفان، والآن كنشوفوا يعني الإنجاز التاريخي للمنتخب الكبير للنساء في كأس العالم في أستراليا، كيفاش البنات يعني تأهلوا عن جدارة واستحقاق بالفوز في مباراتين متتاليتين على فرق مصنفة، وهذا كله كيرجع الفضل ديالو لجميع المتداخلين في كرة القدم النسوية. ولو أنها كانت مدة قصيرة جدا أنه بدأ الاهتمام بهذه الفئة في السنوات الأخيرة، ولكن بالجدية وبالعمل فعلا استطعنا باش نكتبوا التاريخ، وفعلا انه البنات امنوا بالرسوم. شكرا يعني للطاقم كله، شكرا للبنات، شكرا للجامعه الملكيه، وما نساوش المهندس الاول ديال النجاح دائما صاحب جلاله الملك نصره الله، صاحب الرؤيه السديده للنهوض بهذا القطاع لا على مستوى الرجال ولا مستوى النساء، ونتمناو بانه جميع القطاعات الرياضيه تحظى ايضا بهذا الكم الهائل من الفخر ومن العزه ومن الرفع الرايه المغربيه في المحافل الدوليه. يبقى الرهان المقبل للمنتخب المغربي سيدات بقياده مدربه الجديد فيدا هو التاهل الى الالعاب الاولمبيه باريس 2024. توهج كره القدم النسويه المغربيه تواصل عبر بوابه القاره السمراء هذه المره، كيف لا ونادي سبورتينغ البيضاء احتل مركز الوصافه في مشاركته الاولى في دوري ابطال افريقيا بعد خساره النهائي ضد ماميلودي سانداونز في الاراضي الايفواريه. سبورتينغ البيضاء الذي راى النور فقط في العام 2019 خالف كل التوقعات وبصم على مسار متميز في دوري الابطال الى جانب الجيش الملكي الذي احتل الصف الثالث. عن هذا الانجاز غير المسبوق لسبورتينغ البيضاء في العام 2023 دعونا نستمع للاعبة الفريق هاجر بالقاسمي. بما اننا احسن ثاني فريق في افريقيا وعلى مستوى الانديه فهذا انجاز كبير بزاف ولله الحمد، ما جاش على فراغ، جا من الامور بزاف الخدمه ديالنا. بما اننا وصلنا حتى لهنا فراه نستاهلوا ونزيدوا نخدموا ان شاء الله، ولما لا نكونوا احسن فريق في افريقيا. كانت عندنا الثقه الكامله، وهاد الثقه جات بالعزيمه والاراده اللي كانت عندنا، ومن الاول كنا عازمين نوصلوا للفينال ماشي غير نشارك. الحمد لله ربي ما خيبناش، حيت ملي كتشوف فريق اول مشاركه ديالو كيتاهل للفينال راه شي حاجه ماشي عاديه. حنا الماتشات اللي لعبناهم كاملين كنا كنلعبهم باش نوصلوا للفينال، ومنين بدينا الماتش الاول حتى ما وصلناش الريتم زعما ديال الماتشات كاملين رغم الخساره في الماتش الثاني، ولكن ما كانش نقطه سلبيه علينا اللي دخلنا نحطوا يدينا، بالعكس كانت نقطه قوه لينا، يعني ما حطيناش راسنا في الشك واش قادرين ولا ما قادرينش. اما بخصوص جوائز الاستحقاق فلم تخرج كرة القدم النسوية المغربية عن القاعدة ونالت حصتها من التكريم الذي خصصه الاتحاد الافريقي لكرة القدم للافضل في العام 2023 بعد نيل نسرين الشاد لاعبة ليل الفرنسي جائزة افضل لاعبة افريقية صاعدة، كما توجت فاطمة تقناوت لاعبة الجيش الملكي بجائزة افضل لاعبة على صعيد الاندية. بعيدا عن كرة القدم وفي باقي الرياضات خطفت البطلة المغربية خديجة المرضي الأنظار مجددا بعد نيلها لقب بطولة العالم للملاكمة للسيدات في الوزن الثقيل فوق 81 كيلوغراما، والتي جرت منافساتها بالعاصمة الهندية نيودلهي. المرضي أصبحت أول عربية وإفريقية تحقق هذا الإنجاز بعدما فازت آنذاك في النهائية على الكازاخستانية لازات ب4-1. تتويج جديد لمسار متميز لخديجة المرضي التي عبرت عن سعادتها بهذا الإنجاز. البرونز، الفضة والذهب صراحة شعور لا يوصف، والشعور اللي فرحت به بزاف هو البرقية ديال صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي حقق الحلم ديال الأم ديالي رحمها الله. الحمد لله اللي بقيت صابرة وكنكافح وتنتقاتل على قبل الدرابو ديال بلادي وعلى قبل الحلم ديال الأم ديالي، وهو تحقق والحمد لله. البرقية ديال صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله فرحتني بزاف، عطاتني واحد الدفعة من هنا ان شاء الله الالعاب الاولمبيه باش نجيب ميداليه لبلادي كاول عربيه وافريقيه بحال كما درت بطوله العالم اليوم. ونختم من العاب القوى حيث دخلت العداء فاطمه الزهراء كردادي تاريخ باهداء المغرب اول ميداليه في سباق الماراثون الخاص بالسيدات ضمن بطوله العالم لالعاب القوى التي اقيمت ببودابست، حيث احرزت كردادي